Merci Luc, merci à nos intervenants pour cette dernière table ronde conclusive dans laquelle on va essayer de dire des choses très claires, très structurantes pour que nos participants repartent avec les idées claires sur ce que l'on aimerait qu'il se passe dans ce secteur d'activité. J'aimerais donner d'abord la parole à Madame la députée Annie Vidal en la remerciant de sa fidélité à nos assises. Peut-être nous dire, Madame la députée, ce qu'il faut retenir des débats actuels du PLFSS 2026 concernant l'aide à domicile et ce qui va se passer des choses importantes pour ce secteur. Merci, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Et une fois encore, je suis très heureuse d'être avec vous pour ces assises du domicile. Même si j'ai un petit peu l'impression de vous dire tous les ans la même chose et de ne pas être, comme je le souhaiterais, porteuse de très bonnes nouvelles. Alors vous me demandez où nous en sommes sur le PLFSS. Le débat parlementaire n'est pas terminé, loin s'en faut. En tout cas, nous avons eu un PLFSS avec des débats assez agités. Nous avons consacré, à mon grand regret, beaucoup de temps sur la partie recettes avec une inflation de taxes notable. Et malheureusement, nous n'avons pas pu terminer la partie qui, pour moi, est la partie la plus intéressante, qui est la partie des dépenses, puisque c'est bien dans la partie des dépenses que se jouent toutes les questions sanitaires, médico-sociales, sociales. Et donc, c'est pour moi le cœur même du PLFSS. Nous n'avons malheureusement pas fini les débats. Le texte est parti en l'état au Sénat. Il va revenir. Et concernant l'autonomie, au sens large, le PLFSS, cette année, n'est pas porteur de nombreuses mesures. Il y a quelques amendements qui viendront enrichir le texte. En tout cas, il y en avait quelques-uns, mais nous ne les avons pas discutés. Donc, nous en parlerons en deuxième lecteur. Moi, à titre personnel, j'en ai porté et déposé quelques-uns et je m'en suis vu refuser pour irrecevabilité un certain nombre d'autres. Je pense qu'il ne faut pas forcément aller dans le détail, mais j'en avais porté sur notamment la réforme des services autonomie à domicile. Si vous le souhaitez, on pourra y revenir plus amplement. Si ça ne vous embête pas, peut-être nous dire l'essence de ce que vous avez déposé comme amendement sur les services autonomie à domicile dont on a beaucoup parlé depuis ce matin. J'en avais initialement porté un et que finalement j'ai décidé de retirer, de ne pas le mettre au débat, qui consistait à demander un allongement de la mise en forme de la réforme. Alors vous allez me dire pourquoi je l'ai retiré. Eh bien, je l'ai retiré parce que je me suis dit entre deux qu'il valait mieux asseoir les choses avant la fin de l'année 2026 pour des raisons de stabilité. Et donc, je préférais rester dans le cadre actuel pour ne pas que ça déborde trop sur 2027. Ne sachant pas ce qui se passera en 2027, vous le savez toutes et tous, il y a des élections qui seront importantes pour notre pays. Donc il m'a semblé que c'était préférable de rester dans le timing actuel. Et puis un autre amendement qui est plus un amendement d'appel, mais vous le savez, sur cette réforme, il y a une difficulté sur l'entité juridique unique. Je sais que dans les différentes fédérations, l'approche peut être différente. En tout cas, j'avais déposé un amendement pour offrir une possibilité de conventionnement là où ça n'était pas possible de faire autrement. Et puis, surtout, je voulais faire le débat sur, à mon sens, la nécessaire souplesse qu'il faut et aux ARS et aux départements pour créer des places quand c'est nécessaire, puisque les périmètres d'intervention entre les SIAD et les SAD
ne sont pas les mêmes et que ce qui bloque, de ce que j'ai vu sur le panel national, au-delà de l'entité juridique unique qui bloque et au-delà de trouver la structure avec laquelle on va pouvoir travailler, il y a cette question de périmètre d'intervention qui est extrêmement bloquante et il me semble qu'il faut qu'il y ait plus de souplesse des deux côtés. Merci Madame la députée, on vous redonnera la parole juste après. Je veux bien qu'on s'arrête sur ce que vous venez de dire, notamment sur votre plaidoyer pour qu'il y ait davantage de place, davantage d'autorisation. On en parlait un peu ce matin, donc on ne refait pas tout le débat sur les services autonomie. Simplement, le sujet est quand même très important. On sait qu'il y a un mur démographique qui nous attend, qu'il y a donc un besoin de développement et des services d'aide et de soins, et donc des deux ensemble. Et donc je vais faire un petit tour d'horizon des fédérations. Je vous demanderai d'être relativement bref et brève, mais de nous dire quand même si votre position, elle est toutes et tous de demander de nouvelles places d'autorisation, que ce soit sur l'aide ou sur le soin, enfin de nouvelles autorisations sur l'aide, des places en soins. Est-ce que tout ça est indispensable pour que le secteur de l'autonomie, tel qu'on le connaît maintenant, se développe pour répondre aux besoins? Écoutez, je vais commencer avec vous, on va faire le tour en partant de Virginie Merlati, qui est donc présidente de l'UNACI. Est-ce que vous vous défendez notamment la création de places de SIAD, mais aussi un accès facilité aux autorisations d'aide? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation. Alors, nous, à l'UNACI, on est plutôt du volet du côté du soin, mais on l'a bien entendu aujourd'hui. En fait, on est tous là pour travailler en complémentarité, à la fois pour nos équipes, mais aussi pour les usagers qu'on accompagne. Et quoi qu'il en soit, avec le vieillissement de la population, on va avoir à la fois besoin de places d'aide et à la fois de places de soins. Et c'est comment on organise tout cela sur le territoire pour que ce soit cohérent avec la structuration de nos territoires au plus près des besoins des usagers. Voilà. Nous, aujourd'hui, au niveau de l'UNACI, on est OK avec le bien fondé de la réforme, et ça a toujours été notre discours, mais il est urgent d'ajuster la réforme des SAD, notamment au niveau du gestionnaire unique, parce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on va stabiliser les équipes, mais plutôt peut-être on a un risque de déstabilisation avec ce problématique de gestionnaire unique. Et aujourd'hui, on n'a pas de plus-value qui est prouvée sur ce besoin de gestionnaire unique. Voilà. Donc c'est quelque chose qui vous inquiète plutôt, vous, le gestionnaire unique, et vous voulez assouplir? Oui, alors contrairement à ce qui était dit ce matin, nous au niveau de l'UNACI, on a beaucoup de retours d'adhérents qui sont très inquiets et qui, même si on l'a répété plusieurs fois à 42 jours de la deadline, n'ont toujours pas trouvé de solution, et aujourd'hui les appels se font nombreux auprès de l'UNACI. D'accord, merci. Même question, alors elle est peut-être double maintenant pour Laetitia Verdier, la question du gestionnaire unique. Et puis, celle du développement, est-ce qu'il faut plus de place, plus d'autorisation? Aide comme soin. Alors, je dirais qu'on n'a pas nécessairement changé d'avis depuis ce matin, en tout cas pour ce que sont les fédérations de la branche. L'esprit de la réforme, c'est bien de regrouper l'aide et le soin, et donc répondre spontanément, oui, on est favorable à l'ouverture de places de soins ou d'autorisation d'aide, c'est faire fi de l'esprit au départ qui est bien de regrouper les services d'aide et de soins. Donc, au regard de ce qui se passe dans les territoires, s'il y a un projet, s'il y a une volonté de se regrouper, et il existe un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui sont déjà regroupés. On a vu des exemples tout au long de la journée. On a aussi des exemples de SAD mixtes d'ores et déjà créés, quand bien même ils n'étaient pas nécessairement en SPASAD avant. Et ça fonctionne maintenant. Alors, ce n'est pas forcément simple, mais disons qu'ils sont sur le chemin de la création, de la coordination, de l'aide et du soin. Donc ça, c'est le principe de base pour ADEDOM, c'est bien de faire en sorte que les services se regroupent. Après, effectivement... Est-ce que c'est un modèle unique pour autant ? Alors, dans les territoires, il existe en circonstance des situations, et on le traite et on les accompagne aussi, de structures qui ont des difficultés. Il y en a. Certaines ont fait des demandes
plutôt des SIAD qui vont faire des demandes d'autorisation aide. C'est plutôt dans ce sens-là aujourd'hui que ça se fait. Et de fait, on reçu parfois des retours négatifs non motivés. C'est ce qu'on a abordé ce matin. C'est-à-dire que là, c'est pas un dogme où on va répondre non. La réalité, c'est qu'il faut bien regarder dans le territoire en circonstance. Et oui, peut-être sur un projet, si on est en mode projet, je veux dire, l'idée, c'est pas d'être fermé de façon, on va dire, relativement brute. C'est bien de regarder au local, dans les territoires, avec les parties prenantes, ce qui est possible de faire. Donc, mais encore une fois, on accompagne des structures, des SIAD, des SAD. C'est un petit peu plus compliqué, je dirais quand même, pour les SAD aide de développer, parce qu'aujourd'hui, en tout cas moi à ma connaissance, très peu de SAD aide se sont vus attribuer des places de SIAD en réalité. Tout simplement parce que spontanément, toutes les nouvelles places qui s'offrent en fait vont aux SIAD existants pour déployer les territoires. On a abordé ce matin les sujets de territoire qui sont des vrais freins. Là, pour le coup, dans certaines situations, ça a été dit ce matin, il y a besoin d'assouplissement pour faire en sorte que les territoires se parlent pour aller vers des autorisations de SAD mixtes et pas nécessairement des démultiplications d'autorisations où demain certaines structures devront gérer 4 ou 5 autorisations. Très bien, merci pour cette prise de position. Franck Nataf, même question pour vous. Gestionnaire unique ou pas, en tout cas, est-ce qu'il faut converger vers ce gestionnaire unique? Et puis, est-ce qu'on a besoin de nouvelles autorisations, aussi bien en aide que de nouvelles places en soins? Déjà, bonjour tout le monde. En fait, le sujet, je pense qu'il est autre. En fait, c'est ce dont on a besoin, ce dont les gens qu'on accompagne ont besoin, et je pense que c'est ça le principal, c'est de pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes, facilement. C'est ça le sujet. Ensuite, on ait effectivement une organisation, d'ailleurs, on a une organisation côté, on va dire, sanitaire et médico-social au sens SIAD du terme, qui est très régulée et qui est pensée d'une manière, enfin, avec une logique établissement. Alors que de l'autre côté, on a de moins en moins, hein, mais on avait un domicile qui était justement méga souple, qui s'adaptait aux situations et qui était en mesure de pouvoir répondre à des besoins quasiment illimités. Donc du coup, effectivement, réconcilier un monde totalement fermé, régulé, avec un monde qui est en capacité de s'adapter à une demande, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, c'est effectivement pas simple. Alors comment il faudrait s'y prendre selon vous? En fait, si on prend le chemin le plus simple, hein, un SIAD embauche une auxiliaire de vie, voilà, et elle intervient sur de l'APA. Un SAD embauche une infirmière, 3 aides-soignantes, et est en mesure de pouvoir prétendre à des financements sécu. C'est ça le chemin le plus simple en réalité. C'est demain, moi j'ai un SAD, j'embauche une infirmière, 2 aides-soignantes, et du coup, en fait, exactement comme ça se passe dans le monde libéral, hein, il faut avoir des professionnels diplômés évidemment, mais en fait je réponds aux besoins de la demande. Oui, dans le monde libéral, il suffit d'avoir un diplôme d'infirmier, d'infirmière pour exercer. Exactement. Il n'y a pas de contingentement de place. Et de se faire rembourser les actes qui ont été pratiqués chez Monsieur Truc ou Madame Machin. Et effectivement, un SIAD embauche 5 AES ou auxiliaires de vie. Je vois pas pourquoi le SIAD, lui, pourrait pas être financé par de l'APA ou de la PCH. Enfin, et en fait, on aurait fait ça, on aurait déjà la France couverte de SAD mixte. Mais y compris dans le plus petit village reculé au fin fond de, je vais pas citer de département, mais au fin fond de Paris, mettons. Voilà. Paris, on n'a pas beaucoup de doutes, mais allez, on va dire la Creuse, c'est moi qui le dis à votre place. Mais en effet, on a quand même ce problème en France qui est, de manière générale,
qu'on complexifie des choses qui sont hyper simples, avec une logique de contrôle. Or, les contrôles, il en faut. On a vu qu'il y a eu des dérapages quand même assez importants. Mais en fait, les contrôles, il faut qu'ils soient pensés avant et qu'ils soient réellement exécutés, en fait. En réalité, si on norme tout dès le début, sans savoir vers quoi l'offre va aller, en fait, on passe totalement à côté des principaux indicateurs de réussite d'une structure, et en particulier la réussite d'un service d'aide à domicile ou d'un service autonomie à domicile, qui soit mixte ou qui soit aide, c'est de répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui l'accompagnent. Et donc de leur permettre d'avoir une vie normale, voilà, la plus normale possible. C'est ça l'objectif. Ensuite, qu'il y ait un financement ci ou un financement ça. Si vous prenez les Pays-Bas, par exemple, alors là, peut-être que ma voisine veut hurler, mais c'est pas grave. Aux Pays-Bas, tout est à l'heure. Tout est à l'heure. Voilà. 1 heure d'aide et de soins, et le financement, il est à 68 €. Vous prenez la Suisse, c'est pareil. Il n'y a pas de distinguo entre de l'aide et du soin. En réalité, ce sont les mêmes équipes, ce sont les mêmes professionnels. Alors, il y en a qui ont des diplômes. Voilà, c'est la même équipe qui va prendre en charge une personne. Donc, c'est ça qui est important. Et pour ça, effectivement, il faut viser, un système qui soit simple, parce que plus il sera simple, plus il sera soutenable financièrement. Très bien. Merci Franck Nataf. On va faire circuler la parole. Myriam Boussebzi, ça vous convainc cette idée-là, c'est-à-dire de laisser un maximum de liberté aux acteurs pour pouvoir développer à la fois de l'aide et du soin ? Moi, ce que je constate surtout, c'est que, effectivement, dans le cadre de cette réforme, on n'a pas la même vision entre les fédés. Mais bon, ce qui est quand même positif, c'est qu'on partage en tout cas le même objectif, encore une fois. Donc, on voit bien quand même qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une réforme avant tout pour les usagers, qu'au final, on n'a pas de réponse, je pense. La réponse, elle est quand même elle est plurielle, parce que ça dépend des territoires, ça dépend des parcours des usagers, ça dépend des besoins, ça dépend des financements. Voilà, on va pas se redire. Donc moi, je suis pour effectivement cette liberté. Je pense aussi qu'il faut laisser le temps à la réforme de se mettre en place. C'est ce qu'on se disait ce matin. Il faudrait voir dans 2 ans où est-ce qu'en sont véritablement les services. Et à ce moment-là, on pourra s'interroger en se disant, bah oui, effectivement, le gestionnaire unique est la solution la plus optimum, ou effectivement, il faut rajouter des places de SIAD. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment, encore une fois, prématuré, mais qu'il faut surtout qu'on garde le cap sur la genèse de cette réforme-là, qui est de se dire, en fait, c'est une réforme qui est faite pour faire un guichet unique et des soins, dans l'intérêt des parcours, dans l'intérêt des usagers, et comment on accompagne au mieux sur les territoires les structures pour y arriver. Et ça, déjà, je trouve que c'est un énorme challenge. Au final, après, savoir comment on arrive à le financer, ça, effectivement, c'est la question principale, mais savoir sous quelle forme juridique, ou si ça demande de créer davantage de places de SIAD, j'ai envie de dire, c'est un peu subsidiaire aujourd'hui encore. Le statut juridique, par contre, le besoin de nouvelles places, d'autorisation, de déverrouiller un peu le système, c'est quelque chose que vous partagez ? Alors, déverrouiller le système, tout dépend, encore une fois, de comment on souhaite déverrouiller ce système-là, mais il faut que ça colle aux besoins, à la fois des territoires, à la fois des structures, et à la fois des usagers. Il faut qu'on prenne un peu de hauteur sur cette réforme-là, et qu'on se donne l'ambition de se dire, est-ce que c'est une réforme qui va permettre de faire dégager un véritable écosystème de l'aide à domicile, où tout citoyen en situation de perte d'autonomie va pouvoir se dire, il y a une forme d'efficacité de la politique publique aujourd'hui. C'est vraiment dans ce sens-là que je vois les choses, et peut-être moins d'un point de vue aujourd'hui trop technique. On a beaucoup parlé de technique, je pense, et puis il est temps aussi qu'on parle d'engagement politique, et puis de quel projet social on veut aussi, sociétal, on veut aussi au travers de cette réforme. Merci Myriam Boussebzi. Nicolas Urtiger, président donc, du CINARPA Domicile. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les conditions qui permettraient un développement de ce secteur de l'autonomie, de l'aide et du soin ? Qu'est-ce qui lui manque à ce secteur pour vraiment répondre aux besoins ? Alors, bonjour à toutes et tous. Vaste question, vaste programme, comme disait l'autre. Je rejoins effectivement un peu les propos qui ont été évoqués. Ce qui est vraiment dommage, c'est que je trouve qu'on perd du temps. La DGCS avait organisé il y a quelques années
une petite vingtaine de groupes de travail avec d'ailleurs l'ensemble des fédérations du domicile au sujet de la réforme des SAD. Et à ce moment-là, il y avait unanimité pour alerter sur les différences de mode de financement, les impacts de gouvernance, les problèmes de territorialité, de différences de statut juridique. Et les alertes n'avaient pas forcément été correctement prises en compte. Et c'est maintenant, 3-4 ans après, que la DGCS nous demande pourquoi ça ne se déploie pas comme prévu. Donc il suffit de reprendre les notes de 2021 pour finalement avoir la réponse à la question. Donc on est en 2025, on a perdu 4 ans, on est tous évidemment favorables au décloisonnement de l'aide et du soin. Il y a des exemples dans des pays voisins où ça fonctionne correctement. Aujourd'hui, en pratique, nos adhérents travaillent déjà en partenariat entre SAD et SIAD, de façon parfois peut-être informelle, mais globalement ça fonctionne. Et c'est vrai que cette approche un peu bureaucratique et très normative du sujet, un peu anti-pragmatique, on aurait dû partir finalement du terrain, de ce qui se fait, des pratiques, et d'essayer d'accompagner la structuration de l'offre. Il y a déjà dans tous les territoires, qu'on soit en zone urbaine ou rurale, des accointances, des partenariats qui se font. Et donc là, on a pondu quelque chose un peu usine à gaz pour forcer la démarche de quelque chose dont tout le marché et tout le secteur a besoin et a envie. Mais effectivement, ça fait que complexifier la démarche. Et donc pour vous, il y a besoin quoi, de simplification aujourd'hui ? Outrageusement, évidemment. Il y a besoin de simplification. Et maintenant, j'ai peur, parce qu'à chaque fois qu'on parle de simplification, ça se termine souvent par une complexification. On est tous sur des métiers à marge contrainte, éminemment humains, et on n'adresse pas les vrais sujets, l'isolement social, le réenchantement des métiers, l'attractivité des métiers, les problématiques de qualification. Donc en fait, on en parlait... À la pause, on a l'impression parfois qu'on se donne bonne conscience en créant de la norme et un cadre, mais on passe un petit peu à côté de l'objectif. Donc il y avait eu des tentatives avec le CNR de finalement faire remonter des acteurs du terrain. Je vois ma consoeur Daphna Mouchnik qui avait été très impliquée effectivement dans tous les travaux du CNR, mais c'est dommage, c'est que derrière on est revenu à... il y a des hauts fonctionnaires qui pondent des lois, des normes, qui ne sont pas trop à l'écoute des acteurs du marché. Et puis c'est une fois que ça dysfonctionne qu'on se dit, mince, dis tout maintenant ce qu'il faudrait faire. Donc oui, il faut simplifier. Il y a de belles initiatives locales qui se montent. Il faut évidemment décloisonner. Enfin, je pense qu'on y est tous favorables. Mais on pourrait imaginer commencer par... organiser juste des conventions de partenariat, parce que aujourd'hui ça ne marche pas. Hein. Les SIAD qui ont le couteau sous la gorge vont se débrouiller pour d'ici le 31 décembre pour pondre une convention, mais la plupart ne savent pas trop vraiment comment ils vont l'appliquer. Et puis il y a aussi un autre administrateur du CNR pas domicile, Arnaud Caille, qui a pris la parole ce matin. Lui, il coche toutes les cases. Et pourtant, quand il interroge l'ARS, le département, il n'a jamais la même réponse. Donc même lui qui est volontaire et qui est désireux d'aller vers un stade mixte, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc oui, effectivement, il faut plus de pragmatisme et plus de simplification, c'est évident. Merci Nicolas Hurtiget. J'allais vous donner la parole à Annie Vidal. Vous souhaitez réagir? Est-ce que vous partagez cette je veux bien rebondir très rapidement, parce que cette réforme, contrairement à ce que je viens d'entendre à l'instant, n'est pas venue d'un bureau, d'un haut fonctionnaire. C'est pas comme cela qu'elle a été créée. Et vous le savez, on a souvent eu l'occasion d'en parler. L'idée de départ, et d'ailleurs l'objectif qui est assez partagé, c'est apporter le soin, l'accompagnement à domicile, bien évidemment pour répondre aux besoins des usagers, mais aussi la coordination dont on n'a pas du tout parlé. La coordination, pourquoi? Parce que c'est nécessaire et parce que ça soulage les aidants. Et c'est quand même parti de consultations, il y en a eu de nombreuses depuis 2018. Cette réforme, elle a beaucoup été inspirée du fonctionnement des SPASAD qui se sont mis à fonctionner comme cela avant que nous partions sur cette réforme. Elle a quand même été, je ne vais pas dire co-construite avec vous, mais c'est quelque chose qui est sorti des différentes consultations et du CNR pour répondre à des besoins. Et aujourd'hui, il y a
eu beaucoup de temps, beaucoup d'assouplissement, et on voit au fur et à mesure de son déploiement les difficultés territoriales. Et ce que nous voyons surtout, c'est qu'il n'y a pas une réponse unique, ça dépend des territoires, ça dépend des statuts, des SAD, SIAD qui vont devoir travailler ensemble, et vous savez tout cela beaucoup mieux que moi, mais au total, si on prend le début de la réforme, si on prend toutes les mesures qui ont été mises d'assouplissement, on est sur un déploiement sur 11 ans au total, parce que bien sûr, la date, c'est le 31/12/2025. Ce n'est pas une date où on vous dit si vous n'êtes pas en mesure de faire, tout s'arrête pour vous. Il y a encore des délais et un tas de possibilités. Donc, moi, je suis quand même toujours en faveur de cette loi, et je pense qu'on est sur la bonne piste en faisant cela. Et pourquoi est-ce que nous avons fait ça ? Ça n'est évidemment pas pour embêter les fédérations et les professionnels du domicile. C'est aussi pour pouvoir prendre ce fameux virage domiciliaire dont on parle, qui correspond au souhait des Françaises et des Français de rester chez eux, et pour lequel, à mon sens, si on veut accompagner le vieillissement de la population, il faut vraiment inverser. Aujourd'hui, on a 60% d'établissements à peu près et 40% de domiciles, et il faudrait faire les choses en sens inverse. Et c'est pour atteindre tous ces objectifs que nous avons fait tout cela avec les difficultés que nous connaissons. Et il n'y a encore pas si longtemps que ça, les fédérations ont été reçues au ministère pour développer les freins. Et vous savez, comme moi, qu'on est quand même en accompagnement de cette réforme. Merci Annie Vidal. Je vais redonner la parole à Virginie Merlati. On s'est parlé un peu, mais j'aimerais qu'on creuse la question des territoires, parce que travailler l'aide et le soin ensemble, ça demande forcément qu'il y ait des partenariats, qu'il y ait de la coordination. Comment ça se passe d'après vos adhérents sur les différents territoires ? Est-ce que vraiment cette coordination, ce dialogue, cette offre d'aide et de soins coordonnée, elle est en train de naître de façon positive, ou bien les gens restent sur des choses très formelles pour simplement satisfaire aux exigences réglementaires de la réforme ? Non, alors personne n'a attendu la réforme pour se parler. On a toujours travaillé tous ensemble et on continuera à le faire. En tout cas, je l'espère vraiment. Quand on prend en charge un patient à domicile, on a besoin du soin, on a besoin de l'aide pour que tout se passe bien. Nos adhérents aujourd'hui ne nous font pas remonter des problématiques de discussion et de coordination avec les différents acteurs du domicile, mais c'est vraiment l'application de la réforme telle qu'elle est aujourd'hui qui pose problème. Et c'est pas parce qu'on va passer convention avec un service d'aide qu'on va plus parler avec le service d'aide d'à côté non plus. Voyez ? Donc l'idée, c'est comment on travaille tous ensemble, comment on finance aussi cette réforme. Voilà. Et comment on accompagne la coordination ? Aujourd'hui, quand le patient est à domicile, on va discuter aussi avec le CRT, avec le DAC, on met tous les acteurs autour de la table. Donc ça fonctionne pour vous, la coordination territoriale aujourd'hui ? Pas de difficulté ? Alors, on a toujours des difficultés en fonction des territoires, mais est-ce que la réforme, telle qu'elle est, elle va régler ces problématiques-là ? J'en suis pas certaine. Mais est-ce qu'elle va y contribuer ? Je l'espère. Et vous avez également abordé la question financière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Parce qu'on l'a abordé sous différents angles, mais pas directement avec les fédérations depuis ce matin. Aujourd'hui, cette réforme, est-ce qu'elle est susceptible d'améliorer aussi les conditions d'exercice d'un point de vue matériel, financier, l'équilibre de vos structures ? On dit que la partie soins n'a pas trop de difficultés financières, mais elle est plutôt bloquée sur la partie autorisation, et que du côté des SAD, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont des autorisations et la possibilité de faire des conventions, donc c'est plus souple, mais ils ont moins d'argent. Est-ce que c'est comme ça que ça se pose selon vous ? Non, pas toujours. Nous, aujourd'hui, la coordination, elle n'est pas forcément bien financée. On est sur une réforme de la tarification qui n'a pas encore fait ses preuves, donc on attend de voir. Mais c'est sûr que quand on prend deux pauvres, ça n'a jamais fait un riche. Donc voilà. Merci pour ce dicton. Ne viens pas de moi, je le récupère, mais j'ai trouvé la phrase très... Ça, vous vous êtes fait comprendre. Je vais passer la parole à Laetitia Verdier pour nous dire, vous aussi, peut-être sur la question des territoires. À DEDOM, vous êtes un réseau assez important qui couvre un grand nombre de territoires. Le dialogue, il avance grâce à cette réforme.
Est-ce qu'on va vraiment vers ce qui est souhaité, c'est-à-dire une coordination, alors je dirais non seulement aide et soins, c'est le sujet principal dont on se parle ici, mais aussi sur les parcours entre le domicile et l'établissement. Est-ce que ça progresse, ce sujet-là? Alors tout à fait. Je dirais d'ailleurs que ça progresse qu'on soit un SAD aide ou qu'on soit un SAD mixte. L'avantage de cette réforme, c'est qu'elle a mis, alors en lien avec le cahier des charges, mais aussi le référentiel HAS, quoi qu'il arrive, si vous êtes un acteur de l'aide aujourd'hui, vous allez agir pour fluidifier le parcours. Si vous restez, c'est un peu les termes qu'on utilise, si vous restez un SAD aide, de toute façon, vous devez passer convention et quelque part, c'est bien ce qu'on recherche pour mettre en relation la personne accompagnée côté aide avec des professionnels de soins si elle en a besoin. Ça, je dirais que les SAD aide le feront demain sans souci. Mais ça a l'avantage d'avoir peut-être remis au centre un rôle important des SAD aide qui est celui d'être finalement un carrefour pour la personne accompagnée et en même temps souvent ses proches aidants. Pour les SAD mixtes, je dirais qu'on est un cran au-dessus dans la coordination. On est souvent sur des personnes qui sont dans des situations de dépendance plutôt sur des GIR un peu plus importants et qui ont des besoins de soins plus importants, voire continus. Et à ce moment-là, on rentre dans une coordination tout autour de la personne. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'échangeais avec un adhérent dont l'organisation, à ce jour, a mis en place pour le SAD mix un coordinateur qui est là pour coordonner le parcours. C'était avant une responsable de secteur. Je pense à l'attractivité des métiers, l'évolution que l'on peut proposer dans les parcours professionnels. Voilà une évolution. Les coordinateurs ne sont pas toujours des IDEC suivant les organisations. Et donc là, on est sur des évaluations communes. Et demain, des interventions communes, où là, on va s'entraider au domicile pour pouvoir, effectivement, pas à chaque fois, parce que c'est des réalités complexes à mettre en place, mais on chemine à grands pas vers entourer la personne pour pouvoir coordonner. Là, les professionnels qui sont dans la même structure échangent pas quotidiennement, mais très régulièrement, autour de la situation de cette personne. Et là, l'aide à domicile, qui, on se le rappelle, est la personne qui passe le plus de temps à domicile, connaît bien la personne, et peut dire, mais voilà, madame Untel, elle ne va pas bien en ce moment. Et donc, à l'infirmière, qui est sa collègue, de lui dire, voilà ce qui se passe. Et là, on progresse dans ce qu'on souhaite faire autour de la coordination. Très bien, merci. Merci Laetitia Verdier. Même question pour Franck Nataf, mais vous qui venez du monde de l'entreprise, est-ce que pour vous c'est plus difficile aujourd'hui d'être dans cette coordination locale avec les acteurs du sanitaire, du médico-social? C'est un champ que vous avez bien investi et cette réforme, elle vous aide dans ce sens? J'aime bien les silences de Franck, j'aime beaucoup. Non, oui. Alors bon, non, déjà quand même, pour corriger. Alors, on vient effectivement du monde de l'entreprise, mais aujourd'hui, à la FEDESAP, on a à peu près 20% d'adhérents associatifs. Très bien. Donc, du coup, on a bien les deux. Et aujourd'hui, on représente à peu près un tiers de l'activité APA-PCH en France. Donc les entreprises, vous voulez dire, hein? Non, en France. Non, mais la FEDESAP ou les entreprises? La FEDESAP représente à elle seule 30% de l'APA et de la PCH. Oui. D'accord. Donc du coup, alors si la question c'est effectivement de se dire est-ce qu'on est capable de se coordonner? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se développe? Est-ce que la réforme vous aide? Encore une fois, moi je vais me placer du côté de l'usager, client, bénéficiaire. La mécanique qu'il y a derrière pour arriver à produire le service, ça, moi, en tant que client, usager, bénéficiaire, je m'en fous, mais complètement, en fait. Moi, ce qui m'importe, c'est que... Parce que, du coup, moi, ce que j'entends souvent, par exemple, dans des SAD mixtes en création, quand vous rentrez, on a un exemple illustratif, mais vous rentrez dans le bureau, déjà, vous avez 2 lignes téléphoniques, et vous avez 2 bureaux où, d'un côté, vous avez le SIAD, et de l'autre côté, vous avez le SAD. En fait, en réalité, quand vous travaillez
dans une entreprise commune, quelle qu'elle soit, hein, en réalité, ça ne devrait pas être un exploit que, du coup, en effet, une infirmière puisse s'adresser à une auxiliaire de vie, ou l'inverse, ou que le directeur d'un SAD puisse parler avec l'aide-soignante du SIAD qui est exactement dans son bureau. Donc en fait, ça, c'est de la mécanique interne. Et la partie coordination, en fait, c'est pas non plus un exploit. En réalité, c'est juste un travail d'équipe qui devrait être le standard. C'est-à-dire que j'ai mes collègues dans le bureau d'à côté. En fait, si j'ai une question à leur poser, je vais leur poser la question. Et ils doivent me répondre au même titre que si j'étais dans le même bureau qu'eux. Mais donc tout va bien, ça se passe parfaitement bien. Il y a encore des sujets à travailler, la coordination avec les pouvoirs publics locaux, ce genre de sujets, où vraiment, voilà, vous maîtrisez ça en tant que professionnel et que c'est plus vraiment un sujet pour vous. Je pense que ça n'a jamais été un sujet, parce que en effet, je ne sais plus qui disait ça, mais en réalité, en effet, tous les SAD, par exemple, quand vous êtes vous en tant que SAD aide interpellé par un usager qui vous dit moi j'ai une ordonnance et j'ai besoin d'avoir une toilette médicalisée, vous allez lui donner les coordonnées des IDEL du coin, ou vous allez appeler le SIAD qui est dans la rue d'à côté et vous allez lui donner les coordonnées, voire vous allez l'appeler pour lui. Donc ça cette logique-là, elle était déjà intégrée. Avec ensuite les instances locales, ça dépend. Et ça dépend globalement en fait de l'implantation de l'acteur. C'est-à-dire que quand vous êtes un acteur historique sur un territoire qui est là depuis 70 ans, c'est bien normal que vous ayez de meilleures relations avec le petit jeune qui a démarré il y a 2 mois. Ça, c'est tout à fait logique. En revanche, le point qu'on peut signaler, quand même, c'est, et encore une fois, c'est question de simplification, c'est la notion de territoire. Il n'y a pas eu de choix politique qui a été fait sur qu'est-ce que c'est qu'un territoire. Et donc, du coup, on se retrouve avec des ARS qui ont territorialisé des SIAD et qui semblent ériger la question du monopole territorial comme une espèce de loi. Et vous avez des SAD qui sont, eux, territorialisés départementalement, ce qui permet en effet une souplesse d'intervention. Et ces choix-là, quel est le territoire sur lequel, du coup, les structures peuvent intervenir, ce choix-là, il n'est pas tranché. Ce qui pose beaucoup de problèmes logistiques. D'accord. Donc c'est la question du territoire d'un point de vue administratif. Je vais prendre juste un dernier exemple qui m'est arrivé la semaine dernière. Moi, au sein de mon entreprise, on a un SAD mixte qui est en Seine-et-Marne, qui a... Le SAD a une zone, le SIAD a exactement la même zone, sauf une ville. D'accord ? Donc, du coup, on fait notre demande de SAD mixte. Assez logiquement, on demande une extension du SIAD sur la ville manquante. Bon, c'est pas du tout ça qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé ? Pas du tout ça qui est arrivé. Ils vous ont enlevé une ville ? Non, ils ont enlevé des bouts de ville au SIAD au nord, parce que du coup, il y avait un SIAD qui avait pas suffisamment de place. Et effectivement, ils ont donné des territoires supplémentaires au SAD Aide. Mais là, vous n'avez pas de SIAD. Non, mais vous voyez, c'est ça qui est totalement ridicule. C'est qu'en fait, on est géré par des gens qui au côté RS, qui ne connaissent rien au domicile et qui ont une réflexion qui est purement établissement. Et effectivement, oui, quand j'ai un établissement qui est figé à, je sais pas, Paris 18e, il est à Paris 18e, il ne bougera pas. Dans le domicile, moi, si je suis à Paris 18e, je peux intervenir n'importe où. N'importe où. Vous êtes bien fait comprendre, merci. Merci Franck. Myriam Boussebsi, vous constatez ça aussi, ces difficultés sur les périmètres SAD et SIAD. Est-ce que c'est un sujet qui vous paraît majeur aujourd'hui et un blocage pour le développement du secteur ? Oui, enfin, si je peux répondre de manière un peu abrupte, il y a toujours de toute façon des difficultés dans la mise en œuvre, que ce soit sur les périmètres ou sur la question de la coordination. Moi, je vais être assez brève parce que finalement, je me retrouve totalement dans les propos de Laetitia. Il y a toujours eu de la coordination, et heureusement, entre l'aide et le soin. Aujourd'hui, la réforme, soit elle a renforcé cette coordination, soit éventuellement, pour ceux qui n'étaient pas dedans, elle les a obligés à y aller. Après, la question, effectivement, c'est plutôt de se dire... c'est pour ça que je
franchement, j'apprécie bien le focus quand même sur la professionnalisation des intervenants dans le cadre de cette coordination et vraiment dans l'échange de pratiques qu'il peut y avoir, dans l'idée de construire un parcours commun. Parce que c'est ça un petit peu l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à construire un parcours commun entre l'aide et entre le soin. Donc c'est plutôt dans cette logique-là que je situerais le débat. D'accord. Merci. Nicolas Urtiger, le CINERPA, avant d'être domicile, était connu comme syndicat des établissements. Et est-ce que cette histoire-là, ça vous aide aujourd'hui territorialement pour les parcours des usagers? On a dit, il y a l'aide et le soin, mais il y a aussi le domicile et l'établissement. Est-ce que vous avez un témoignage particulier et peut-être un savoir-faire que d'autres n'ont pas? Alors, comme ça a pu être évoqué, hein, les schémas de coordination locale entre différents acteurs du domicile ou entre domicile et établissement, les acteurs de territoire n'ont pas attendu de nouvelles lois pour s'y atteler. Donc on a parlé de care management, mais ça se faisait déjà depuis des années de façon plus ou moins structurée, plus ou moins formelle. C'est vrai que le CINERPA a peut-être un historique en termes de gestion d'établissement, mais c'est le cas aussi d'autres fédérations. Donc, je ne pense pas qu'on ait davantage compétitif particulier. Non, moi, je voulais juste peut-être parler de l'IA et de la tech, parce que je trouve que la filière est en train de prendre du retard par rapport à toutes les innovations technologiques dont on peut aujourd'hui se saisir. Et on se perd parfois dans des conjectures effectivement un peu technocratiques, normatives. Enfin, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit. On a toute une génération de baby boomers qui vont arriver massivement, le mur démographique de 2030, et qui, eux, pour certaines populations, enfin, ceux qui en ont les moyens, qui sont assez connectés. Et donc il faut rapidement qu'on se mette tous collectivement à niveau en termes d'informatisation, de démat, d'IA, et notamment les acteurs de la coordination territoriale. Parce que sinon, ça va questionner en fait sur l'utilité, les usages exigés par les bénéficiaires qu'on prend en charge. Si demain vous avez ChatGPT qui fait tout à la place d'un humain, c'est bon pour personne, donc il faut qu'on se saisisse de ces outils. Et je trouve qu'on ne se pose pas les bonnes questions et on risque de devenir, d'ici quelques années, si ça n'est peut-être pas déjà le cas, un peu obsolète. Merci Nicolas Urtiger. Je vais vous redonner la parole brièvement à chacune, à chacun pour un mot de conclusion. La table ronde s'appelle l'heure des choix politiques. Si vous aviez une mesure à défendre, alors vous Annie Vidal en tant que parlementaire, puis les responsables de fédération, une mesure qui correspond à un choix politique, ce serait laquelle, hein, Madame la députée? Alors, moi, ce n'est pas une mesure que j'aurais à défendre. Je pense que le choix politique, il n'a pas été fait depuis un certain nombre d'années. Et je pense que, collectivement, et je prends ma part de responsabilité, nous avons abordé la question du grand âge de la mauvaise manière, en l'abordant de la manière du coût de ce qu'on appelait la dépendance et qu'on a appelé ensuite la perte d'autonomie. Moi, je pense aujourd'hui, après avoir un peu travaillé sur le sujet, que c'est une question bien plus large que le vieillissement de la population. C'est une question fondamentale de transition démographique avec des composantes extrêmement variées. Et je pense qu'on ne peut pas considérer le vieillissement de la population sans prendre en compte les différentes composantes de cette transition que sont le déclin démographique, le travail, l'emploi, les retraites, le logement, évidemment le vieillissement de la population avec le risque de la perte d'autonomie, mais qui fort heureusement ne touche pas l'ensemble des personnes qui vieillissent. C'est 15% aujourd'hui. J'espère qu'avec la prévention, ça pourra être un peu moins. Et bien évidemment, intégrer l'utilité sociale des seniors. Et je pense que cette vision politique
Nous ne l'avons pas eu suffisamment et peut-être qu'aujourd'hui, les différents acteurs de ces secteurs en paient, si j'ose dire, le prix fort dans leur quotidien. Donc c'est à la fois un regret et une ambition en conclusion de cette table ronde. Merci Madame la députée, chère Annie Vidal, pour votre présence et pour votre action dans le secteur et votre vision. Virginie Merlati, une mesure ou un choix politique qui vous paraît important de défendre aujourd'hui? Oui, donc j'en mettrai deux. La revalorisation des métiers dont on a parlé aujourd'hui à plusieurs reprises, et puis bien sûr l'assouplissement de la réforme avec un conventionnement pérenne. Merci, c'est très clair. Laetitia Verdier, même question. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a besoin de lisibilité des politiques publiques. On a besoin d'une trajectoire. On a besoin de pérennité dans nos modèles économiques. On ne peut pas tous les matins se demander si finalement on va obtenir tel et tel financement dans les structures. On a besoin de simplicité ou de simplification, je ne sais pas quel est le bon mot, mais sincèrement, tous ces directeurs, directrices qui sont au bord de l'épuisement de tous ces tableaux Excel qui font tous les jours, c'est plus possible. Donc simplification, et avec tout ça, peut-être on aura un peu de sérénité dans notre secteur. Très bien, merci. Franck Nataf, une mesure, un choix politique? C'est effectivement accompagner un vrai virage domiciliaire. Annie Vidal disait tout à l'heure, il y a 60% d'établissements et 40% de domiciles. Oui, enfin, quand on regarde budgétairement, c'est 80% des budgets qui vont aux établissements et 20% qui vont au domicile. Il faut inscrire une trajectoire douce, effectivement pas brutale, mais pour arriver à inverser cette logique. Et par rapport à ça, la mesure à laquelle je pense, moi, c'est en effet qu'il faut passer avec une logique d'un risque assurantiel. Alors qu'aujourd'hui, en fait, par exemple, si je prends les ressources de la CNSA, ce ne sont pas des cotisations, ce sont des taxes. Ce sont des taxes, ce sont des impôts. Ce ne sont pas des cotisations au sens assurantiel, du système, sécurité sociale. Et qui est touché par ce risque? Ce sont les retraités. Or, quelle est la population française qui va le plus augmenter dans les années qui viennent? Ce sont les retraités. Donc, du coup, en fait, pour le coup, si on veut rentrer dans une mécanique assurantielle, il faut que ce soit les retraités qui cotisent pour leur propre dépendance, pour leur risque de dépendance. Le risque de dépendance. Effectivement, avec une logique qui est que collectivisé, donc. Il faut protéger les plus pauvres, et donc ceux-là, il faut évidemment les protéger face à du reste à charge qui serait insoutenable, mais que ensuite tout le reste, ça repose sur un système assurantiel exactement comme on a dans le régime dans le monde de la santé, avec de la solidarité nationale et de la complémentaire qui soit sur tout ce qui est au-delà d'un socle de base de prestations qui doit être, auquel tout le monde doit pouvoir accéder. Merci Franck Nataf. Myriam Boussebzi, même question. Une mesure, un choix politique? Oui, alors moi, si je devais retenir une mesure, mais qui serait peut-être déclinée en plusieurs petites mesures, c'est de sortir vraiment le secteur de l'aide à domicile, de la précarité financière dans lesquels il est aujourd'hui et dans lequel il s'enlise quand même depuis de nombreuses années, de sortir de ces financements qui sont aléatoires, qui sont fragiles et qui ne permettent pas aujourd'hui de dire qu'on peut avoir une politique de l'aide à domicile qui soit ambitieuse et qui puisse susciter des vocations dans notre secteur et puis qui puisse susciter de l'attractivité. Donc je pense que là, pour le coup, je ne vais pas du tout être originale, mais on plaide, nous, pour un mode de financement qui soit stable, qui soit pérenne et puis surtout qui s'applique à tous, sur tous les territoires, parce qu'il en va quand même aussi de l'équité de traitement de nos usagers, qui correspond au coût de revient des structures, contrairement à ce qu'on a pu dire ce matin, donc c'est pas un coût de revient à 32 €, mais qui correspond vraiment à une masse salariale qui peut aussi quand même espérer avoir une évolution de salaire. Donc, et pour l'occasion aussi, on peut parler d'une mesure qu'on n'a pas évoquée, qui est l'avenant 68, qui a été refusé quand même et qui a été un message très très difficile pour notre secteur et pour nos structures et en termes d'attractivité, et avec une politique salariale quand même qui était une année blanche
dans nos structures, mais aussi pour un système qui permette de stabiliser du coup les ressources humaines et puis les besoins de main-d'œuvre qu'il peut y avoir aujourd'hui face au vieillissement de la population. On l'a évoqué ce matin, face à quand même des situations qui sont de plus en plus complexes en matière d'isolement social, des situations aussi de maladies chroniques. Donc il faut pouvoir être à la hauteur de ces défis-là. Et puis, en l'occurrence, alors on sait qu'aujourd'hui, tout à l'heure a été évoquée l'enquête nationale des coûts, mais il y aura forcément toujours un décalage de temporalité entre les résultats de cette étude qui vont permettre peut-être d'avoir un mode de financement, et puis la situation de nos structures aujourd'hui. Donc je plaide également pour un fonds d'urgence, comme ça a été le cas en 2023, parce que malheureusement, on va encore en avoir besoin sur les prochaines années pour tenir le coup et puis pour pouvoir répondre aux enjeux du virage domiciliaire. Très bien, merci Myriam Boussebzi. Nicolas Urtiger, pour conclure, un choix politique, une mesure. Alors, pas évident, parce que tout a été dit, donc je prends la parole en dernier. Alors, très concrètement, on a parlé du CISAP, le crédit d'impôt service à la personne, et donc de la baisse potentielle du plafond des dépenses éligibles. J'avais compris qu'on allait protéger, sanctuariser les PAPH et les sujets touchant la dépendance, mais en fait, on cible là les consommateurs à gros volume de prestations. Et donc, c'est plutôt justement des consommateurs relevant de la dépendance. Voilà, plus que Bercy, de façon un peu caricaturale, m'avait dit non, mais on cible ceux qui prennent des cours de tango à domicile. Je ne pense pas que là, en abaissant le plafond, on va cibler les consommateurs occasionnels de cours de tango à domicile. Donc, en fait, on rate un peu l'objectif. Et puis sinon, ça a été dit, c'est-à-dire que là, on est bientôt fin novembre. Donc, dans un mois, on attaque le budget 2026. On nous a dit que l'APA allait être revalorisé, mais qu'il y aurait probablement une année blanche l'année suivante. Bon, on ne sait pas trop. On a déjà cette année des départements qui ont mis du temps avant d'appliquer la revalo plancher de l'APA. Le taux directeur, on ne le connaît pas encore, on l'aura sûrement à Noël, tout en sachant qu'on est aujourd'hui sur des structures de financement qui sont effectivement inférieures au coût de revient. Donc très compliqué de prévoir ces budgets pour les années à venir. On a sur certains départements des délais de paiement qui se sont rallongés de façon un peu aléatoire. Et la réponse que nous donnent certains conseils départementaux, c'est merci de prendre vos dispositions. Donc sur des structures où les 2/3, voire les 3/4 de certains du compte de résultat relèvent de la masse salariale, mais enfin, comment on prend ces dispositions quand on a des délais de paiement qui sont rallongés x2, x3 Donc c'est vraiment la sanctuarisation des moyens financiers accordés au secteur qui vous préoccupe. Tout à fait, exactement. Très bien, merci beaucoup Nicolas Urtiger, merci